Il est 15h45 sur Tchadinfo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international. Au titre de ces actualités, en RCA, après le drame, le fleuve continue, survivant d'une tragédie qui a coûté la vie à plusieurs de leurs camarades. Des candidats au baccalauréat reprennent tant bien que mal le chemin des examens. Entre douleur, espoir et résilience, élèves et parents appellent à des mesures concrètes. À El Fazer, épicentre du chaos au Darfour du Nord, bombardements et encerclements par les FSR ont vidé la ville. Plus d'1 million de personnes, selon l'OIM, ont tout abandonné pour survivre. Le Tchad voisin devient refuge, mais l'urgence humanitaire s'aggrave. Bonsoir. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, entre les deux généraux, plus de 11 millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays, d'après l'estimation de l'Organisation internationale des migrations. Avec l'intensification de la guerre au Darfour, elle craint encore davantage de déplacements de civils dans cette région. C'est ce qui ressort dans un nouveau rapport paru ce dimanche 6 juillet. Parmi ces 11 millions de personnes, 1 million ont fui leur domicile à El Fasher et ses environs selon l'OIM. La capitale du Darfour du Nord est assiégée et bombardée depuis près de 15 mois par les paramilitaires des forces de soutien rapide. La population civile y subit de plein fouet l'intensification du conflit autour de la ville. Les combats des derniers mois ont poussé les habitants à fuir massivement. Ainsi, dans le camp de Zamzam, situé à 12 km au sud-ouest d'El Fasher, 99% des habitants ont été contraints à la fuite. Ces milliers de personnes ont laissé derrière elles leurs moyens de subsistance ainsi que leurs habitations et leurs infrastructures qui ont été détruites, y compris les hôpitaux et les centres de santé. Selon l'OIM, 75% des habitants d'El Fasher et de ses environs se sont réfugiés à Tawila, à quelques 70 km, et 10% aux alentours d'El Fasher. Des milliers de familles ont traversé la frontière vers le Tchad voisin, qui accueille maintenant plus d'1,1 million de réfugiés soudanais. Tous ces déplacés souffrent de conditions humanitaires très difficiles et ne mangent pas à leur faim. L'OIM estime que près de 2 millions de déplacés se trouvent au Darfour du Nord, ce qui représente 20% de la totalité des déplacés à l'intérieur du Soudan. L'organisation met en garde contre de nouvelles vagues de déplacement forcé de la population au Darfour et au Kordofan. En Centrafrique, plus de 2 semaines après le drame qui a secoué le lycée Barthélemy Boganda à Bangui, le ministère de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens dans ce centre. Le 25 juin dernier, l'explosion des transformateurs de l'ENERCA, la société d'énergie centrafricaine, a coûté la vie à une vingtaine de candidats, blessant au moins 260 autres lors d'une bousculade. Malgré le traumatisme, les rescapés de cet incident ont repris les préparatifs sous contrôle de leurs parents qui appellent à la responsabilité du gouvernement. Cahier en main et le regard un peu évasif, Samuel Metefera, l'un des candidats survivants, essaye de réviser ses cours tant bien que mal. Là, je ne suis pas très motivé, mais j'ai un objectif à atteindre. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis prêt à continuer ma route et la suite des épreuves malgré la douleur, assure-t-il. Les parents des candidats, également toujours sous le choc, ne souhaitent plus jamais revivre ce genre de drame. Nathalie, pas très rassurée, souhaite que leurs enfants soient reçus dans de bonnes conditions pendant les examens. L'ENERCA doit dès maintenant revoir ses installations. Nos enfants vont certes reprendre les examens, mais les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Tous les candidats survivants sont traumatisés, certains sont encore blessés. Aujourd'hui, le minimum serait de les mettre dans des conditions appropriées et dans la sécurité. Il est temps de tourner la page de ce mauvais souvenir, explique la mère de famille. Selon le gouvernement, toutes les mesures ont déjà été prises pour garantir le bon déroulement de l'examen, notamment la délocalisation du centre. Ces épreuves ne seront pas organisées au lycée Barthélemy Boganda. On les a délocalisées dans 2 nouveaux centres. Le centre numéro 1 sera installé au lycée technique et le centre numéro 2 sera installé à l'école Assana, a détaillé Aurélien Simplice Zengaz, le ministre de l'Éducation centrafricain. Au Burkina Faso, le gouvernement a révoqué plusieurs associations dont des organisations non gouvernementales internationales. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, reproche à ces associations le non-respect des textes régissant le fonctionnement des associations et ONG.
Près d'une dizaine d'ONG associations étrangères ont écopé d'une révocation de l'autorisation d'exercer. Dans ces arrêtés, le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, leur reproche le non-respect de l'obligation de signature de la convention d'établissement. Pour le dire simplement, toute organisation étrangère qui exerce sur le territoire burkinabé doit signer une convention comme l'État, telle que le régit sur la loi sur les associations. Ainsi, le gouvernement reproche donc aux associations de ne pas avoir respecté cette disposition ou bien de ne pas avoir renouvelé leur agrément, comme l'explique une source à Ouagadougou. La même source ajoute que c'est une sorte de ménage au sein du milieu des associations. Parmi ces associations et ONG internationales, on retrouve la Fondation Appel Genève, mais aussi le Tony Blair Institute ou encore l'Institut de recherche sur la paix au Sahel. Ce n'est pas la première mesure du genre. À la mi-juin, plusieurs décrets du même ministère avaient révoqué l'autorisation d'exercer de plus d'une dizaine d'ONG pour le même motif. Plus récemment, c'est l'association Communauté de Saint Egidio et l'ONG Diaconia qui ont été suspendus pour 3 mois. Au Mali, une première audience a eu lieu ce lundi 7 juillet au tribunal de la commune 1 de Bamako sur la dissolution des organisations politiques décrétée le 13 mai dernier. Plusieurs anciens responsables avaient lancé dans la foulée une salve de procédure judiciaire devant la Cour suprême pour contester la légalité du décret de dissolution, mais aussi devant des tribunaux de grande instance pour contester les conséquences de cette dissolution sur les libertés fondamentales des Maliens. Mais l'audience n'a pas duré car les avocats de l'État malien ne se sont pas présentés. La direction générale du contentieux de l'État, qui défend les autorités, ne s'est pas fait représenter à l'audience. Sollicitée par RFI, la direction n'a pas souhaité commenter sur cette absence. Le procureur du tribunal n'a pas davantage donné suite. Les avocats des ex-dirigeants de partis politiques désormais dissous ont donc demandé un renvoi pour que la partie adverse comparaisse. Nous voulons des débats et une décision contradictoire, explique-t-il. Nous voulons entendre les arguments de l'État et leurs fondements juridiques. Les audiences étant publiques, ouvertes aux journalistes, l'enjeu est aussi de transformer les plaidoiries en tribunal. On se bat pour une cause, rappelle un avocat, on veut la partager au maximum. L'absence des représentants de l'État n'a pas fait l'objet d'aucune explication et le tribunal et les équérants n'ont pu que la constater. Cela peut arriver et nous ne voulons pas extrapoler et nous n'en tirons aucune conclusion, déclarent encore les avocats des partis politiques, mais cela montre en tout cas le peu d'empressement des autorités à voir cette affaire jugée. Les requérants estiment que la dissolution des organisations politiques prive les citoyens maliens des libertés fondamentales, pourtant garanties par la Constitution comme se réunir, exprimer des idées ou encore participer à la vie publique du pays. Nous voulons simplement que le juge d'instance en fasse le constat, décrypte un avocat. Il reviendra ensuite à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la loi elle-même. L'audience a été renvoyée au 28 juillet. Avant cela, seconde chance demain, le mardi 8 juillet, au tribunal de la commune du 6e de Bamako. Une procédure similaire y est en cours. Les deux parties sont convoquées mardi matin. Il avait prédit de grandes annonces ce lundi sur les droits de douane. Finalement, Donald Trump s'est contenté de menaces en envoyant des lettres adressées aux dirigeants de 14 pays pour les informer que finalement les négociations se poursuivraient plus longtemps que prévu. Pour autant, la Maison-Blanche refuse de parler d'un quelconque recul. Après le bâton, Donald Trump présente la carotte. Peut-être un peu contraint, sa nouvelle sortie sur le commerce mondial intervient juste avant l'expiration du délai de 90 jours qu'il avait lui-même fixé et au terme duquel pouvant atteindre 97%. Parmi eux, le Japon, la Corée du Sud, la Tunisie ou encore le Cambodge. Mais finalement, le président accorde un délai supplémentaire à 14 pays pour discuter. Et selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, il ne s'agit pas du tout d'un aveu de faiblesse. En repoussant la date limite du 9 juillet au 1er août, le président prévient que les nouveaux taux seront appliqués, sauf si des accords sont conclus au terme des négociations. Nous avons observé de nombreux développements positifs, mais nous voulons obtenir les meilleurs accords possibles,
pour le peuple et les travailleurs américains, a-t-elle affirmé. Avec plus de temps pour de meilleurs accords, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, affirme d'ailleurs que sa boîte mail explose, régorgeant de propositions de pays qui ne veulent pas être soumis à des droits de douane prohibitifs. Reste que pour l'instant, Donald Trump est loin des 90 accords commerciaux qu'il avait prévu de signer en 90 jours. Seuls le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé avec les États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais l'information, sachez-le, c'est en continuité sur Tchad Info et ses différentes plateformes.